Le lendemain, le capitaine fit mettre de grand matin la pirogue à la mer. Il alla reconnaître les icebergs du bassin, dont la largeur n'excédait pas 200 yards. Il remarqua même que par suite d'une lente pression des glaces, ce bassin menaçait de se rétrécir. Il devenait donc urgent d'y pratiquer une brèche afin que le navire ne fût pas écrasé dans cet étau de montagne. Aux moyens employés par John Hatteras, on vit bien que c'était un homme énergique. Il fit d'abord tailler des degrés dans la muraille glacée et il parvint au sommet d'un iceberg. Il reconnut de là qu'il lui serait facile de se frayer un chemin vers le sud-ouest. D'après ses ordres, on creusa un fourneau de mine presque au centre de la montagne. Ce travail, rapidement mené, fut terminé dans la journée de lundi. Hatteras ne pouvait compter sur ses blasting cylinders de 8 à 10 livres de poudre, dont l'action eût été nulle sur des masses pareilles. Il n'était bon qu'à briser les champs de glace. Il fit donc déposer dans le fourneau 1000 livres de poudre, dont la direction expansive fut soigneusement calculée. Cette mine, munie d'une longue mèche entourée de gutta-percha, vint aboutir au dehors. La galerie, conduisant au fourneau, fut remplie avec de la neige et des quartiers de glaçons, auxquels le froid de la nuit suivante devait donner la dureté du granit. En effet, la température, sous l'influence du vent d'est, descendit à 12 degrés, moins 11 degrés centigrades. Le lendemain, à 7 heures, le forward se tenait sous vapeur, prêt à profiter de la moindre issue. Johnson fut chargé d'aller mettre le feu à la mine. La mèche avait été calculée de manière à brûler une demi-heure avant de communiquer le feu aux poudres. Johnson eut donc le temps suffisant pour regagner le bord. En effet, 10 minutes après avoir exécuté les ordres d'Hatteras, il revenait à son poste. L'équipage se tenait sur le pont par un temps sec et assez clair. La neige avait cessé de tomber. Hatteras, debout sur la dunette avec Chandon et le docteur, comptait les minutes sur son chronomètre. À 8h35, une explosion sourde se fit entendre et beaucoup moins éclatante qu'on ne l'eût supposé. Le profil des montagnes fut brusquement modifié, comme dans un tremblement de terre. Une fumée épaisse et blanche fusa vers le ciel à une hauteur considérable, et de longues crevasses zébrèrent les flancs de l'iceberg, dont la partie supérieure, projetée au loin, retombait en débris autour du forward. Mais la passe n'était pas encore libre. D'énormes quartiers de glace, arc-boutés sur les montagnes adjacentes, demeuraient suspendus en l'air et l'on pouvait craindre que l'enceinte ne se refermât par leur chute. Hatteras jugea la situation d'un coup d'œil. « Wolston !» s'écria-t-il. L'armurier accourut. « Capitaine » fit-il. « Chargez la pièce de l'avant à triple charge, dit Hatteras, et bourrez aussi fortement que possible. » « Nous allons donc attaquer cette montagne à boulets de canon ?» demanda le docteur. « Non, » répondit Hatteras, « c'est inutile. Pas de boulets, Wolston, mais une triple charge de poudre. Faites vite !» Quelques instants après, la pièce était chargée. « Que veut-il faire sans boulets ?» dit Chandon entre ses dents. « On le verra bien, » répondit le docteur. « Nous sommes parés, capitaine !» s'écria Wolston.
Bien, répondit Hatteras. Brunton, cria-t-il à l'ingénieur. Attention, quelques tours en avant. Brunton ouvrit les tiroirs et l'hélice se mit en mouvement. Le forward s'approcha de la montagne minée. Visez bien à la passe, cria le capitaine à l'armurier. Celui-ci obéit. Lorsque le brick ne fut plus qu'à une demi-encablure, Hatteras cria « Feu !» Une détonation formidable suivit son commandement et les blocs, ébranlés par la commotion atmosphérique, furent précipités soudain dans la mer. Cette agitation des couches d'air avait suffi. « À toute vapeur, Brunton !» s'écria Hatteras. « Droit dans la passe, Johnson !» Johnson tenait la barre. Le brick, poussé par son hélice, qui se vissait dans les flots écumants, s'élança au milieu du passage libre alors. Il était temps. Le forward franchissait à peine cette ouverture que sa prison se refermait derrière lui. Le moment fut palpitant et il n'y avait à bord qu'un cœur ferme et tranquille, celui du capitaine. Aussi l'équipage, émerveillé de la manœuvre, ne put retenir le cri de « Hurrah pour John Hatteras !» Le mercredi 23 mai, le forward avait repris son aventureuse navigation, louvoyant adroitement au milieu des pagues et des icebergs. Grâce à la vapeur, cette force obéissante qui manqua à tant de navigateurs de mer polaire. Il semblait se jouer au milieu de ces écueils mouvants. On eût dit qu'il reconnaissait la main d'un maître expérimenté, et comme un cheval sous un écuyer habile, il obéissait à la pensée de son capitaine. La température remontait. Le thermomètre marqua à 6 heures du matin 26 degrés, moins 3 degrés centigrades. À 6 heures du soir, 29 degrés, moins 2 degrés centigrades. Et à minuit, 25 degrés, moins 4 degrés centigrades. Le vent soufflait légèrement du sud-est. Le jeudi, vers 3 heures du matin, le forward arriva en vue de la baie Possession, sur la côte d'Amérique, à l'entrée du détroit de Lancastre. Bientôt, le cap Burney fut entrevu. Quelques Esquimaux se dirigèrent vers le navire, mais Hatteras ne prit pas le loisir de les attendre. Les pics de Biam Martin, qui dominent le cap Liverpool, laissés sur la gauche, se perdirent dans la brume du soir. Celle-ci empêcha de relever le cap Hay, dont la pointe, très basse d'ailleurs, se confond avec les glaces de la côte, circonstance qui rend souvent fort difficile la détermination hydrographique des mers polaires. Les puffins, les canards, les mouettes blanches se montraient en très grand nombre. La latitude par observation donna 74 degrés 1 minute et la longitude, d'après le chronomètre, 77 degrés 15 minutes. Les deux montagnes de Catherine et d'Élisabeth élevaient au-dessus des nuages leurs chaperons de neige. Le vendredi, à 6 heures, le cap Warrender fut dépassé par la côte droite du détroit et sur la gauche, l'Admiralty Inlet, baie encore peu explorée par les navigateurs qui avaient hâte de se porter dans l'ouest. La mer devint assez forte et souvent les lames balayèrent le pont du brick en y projetant des morceaux de glace. La terre de la côte nord offrait au regard de curieuses apparences, avec leurs hautes tables presque nivelées qui réverbéraient les rayons du soleil.
Hatteras eût voulu prolonger les terres septentrionales afin de gagner au plus tôt l'île Bichet à l'entrée du canal Wellington. Mais une banquise continue l'obligeait, à son grand déplaisir, de suivre les passes du sud. Ce fut pour cette raison que le 26 mai, au milieu d'un brouillard sillonné de neige, le forward se trouva par le travers du cap York. Une montagne d'une grande hauteur et presque à pic le fit reconnaître. Le temps s'étant un peu levé, le soleil parut un instant vers midi et permit de faire une assez bonne observation. 74 degrés 4 minutes de latitude et 84 degrés 23 minutes de longitude. Le forward se trouvait donc à l'extrémité du détroit de Lancastre. Hatteras montrait sur ses cartes au docteur la route suivie et à suivre. Or, la position du brick était intéressante en ce moment. J'aurais voulu, dit-il, me trouver plus au nord, mais à l'impossible nul n'est tenu. Voyez, voici notre situation exacte. Le capitaine pointa sa carte à peu de distance du cap York. Nous sommes au milieu de ce carrefour, ouvert à tous les vents, et formé par les débouchés du détroit de Lancastre, du détroit de Barrow, du canal de Wellington et du passage du Régent. C'est un point auquel ont nécessairement abouti tous les navigateurs de ces mers. Eh bien, répondit le docteur, cela devait être embarrassant pour eux. C'est un véritable carrefour, comme vous dites, auquel viennent se croiser 4 grandes routes, et je ne vois pas de poteau indicateur du vrai chemin. Comment donc les Paris, les Ross, les Franklin ont-ils fait? Ils n'ont pas fait, docteur. Ils se sont laissés faire. Ils n'avaient pas le choix, je vous l'assure. Tantôt le détroit de Barrow se fermait pour l'un, qui l'année suivante s'ouvrait pour l'autre. Tantôt le navire se sentait inévitablement entraîné vers le passage du Régent. Il est arrivé de tout cela que par la force des choses, on a fini par connaître ces mers si embrouillées. Quel singulier pays, fit le docteur, en considérant la carte. Comme tout y est déchiqueté, déchiré, mis en morceaux, sans aucun ordre, sans aucune logique. Il semble que les terres voisines du pôle Nord ne soient ainsi morcelées que pour en rendre les approches plus difficiles, tandis que dans l'autre hémisphère, elles se terminent par des pointes tranquilles et effilées comme le cap Horn, le cap de Bonne-Espérance et la péninsule indienne. Est-ce la rapidité plus grande de l'équateur qui a ainsi modifié les choses, tandis que les terres extrêmes, encore fluides au premier jour du monde, n'ont pu se condenser, s'agglomérer les unes aux autres, faute d'une rotation assez rapide? Cela doit être, car il y a une logique à tout ici-bas, et rien ne s'y est fait sans des motifs que Dieu permet quelquefois aux savants de découvrir. Ainsi, docteur, usez de la permission. Je serai malheureusement discret, capitaine, mais quel vent effroyable règne dans ce détroit, ajouta le docteur en s'encapuchonnant de son mieux. Oui, la brise du nord y fait rage surtout, et nous écarte de notre route. Elle devrait cependant repousser les glaces au sud et laisser le chemin libre. Elle le devrait, docteur, mais le vent ne fait pas toujours ce qu'il doit. Voyez, cette banquise paraît impénétrable. Enfin, nous essaierons d'arriver à l'île Griffith, puis de contourner l'île Cornwallis pour gagner le canal de la Reine, sans passer par le canal de Wellington. Et cependant, je veux absolument toucher à l'île Bichet, afin d'y refaire ma provision de charbon. Comment cela? Répondit le docteur étonné. Sans doute, d'après l'ordre de l'amirauté, des grandes provisions ont été déposées sur cette île, afin de pourvoir aux expéditions futures, et quoique le capitaine McClintock ait pu prendre en août 1859,
Je vous assure qu'il en restera pour nous. » « Au fait, fit le docteur, ces parages ont été explorés pendant 15 ans, et jusqu'au jour où la preuve certaine de la perte de Franklin a été acquise, l'amirauté a toujours entretenu 5 ou 6 navires dans ces mers. Si je ne me trompe, même l'île Griffith, que je vois là sur la carte, presque au milieu du carrefour, est devenue le rendez-vous général des navigateurs. » « Cela est vrai, docteur, et la malheureuse expédition de Franklin a eu pour résultat de nous faire connaître ces lointaines contrées. » Le temps s'éclaircit vers le soir, et la terre se laissa distinguer clairement entre le cap Sepping et le cap Clarence, qui s'avance vers l'est, puis au sud, et est relié à la côte de l'ouest par une langue de terre assez basse. La mer était libre de glace à l'entrée du détroit du Régent, mais, comme si elle eût voulu barrer la route du nord au Forward, elle formait une banquise impénétrable au-delà du port Léopold. Hatteras, très contrarié, sans en rien laisser paraître, dut recourir à ses pétards pour forcer l'entrée du port Léopold. Il l'atteignit à midi, le dimanche 27 mai. Le brick fut solidement ancré sur de gros icebergs qui avaient l'aplomb, la dureté et la solidité du roc. Aussitôt le capitaine, suivi du docteur, de Johnson et de son chien Duke, s'élança sur la glace et ne tarda pas à prendre terre. Duke gambadait de joie. D'ailleurs, depuis la reconnaissance du capitaine, il était devenu très sociable et très doux, gardant ses rancunes pour certains hommes de l'équipage que son maître n'aimait pas plus que lui. Le port se trouvait débloqué de ces glaces que les brises de l'Est y entassent généralement. Les terres coupées à pic présentaient à leur sommet de gracieuses ondulations de neige. La maison et le fanal, construits par James Ross, se trouvaient encore dans un certain état de conservation. Mais les provisions paraissaient avoir été saccagées par les renards et par les ours mêmes, dont on distinguait les traces récentes. La main des hommes ne devait pas être étrangère à cette dévastation, car quelques restes de huttes d'Esquimaux se voyaient sur le bord de la baie. Les 6 tombes, renfermant 6 des marins de l'Enterprise et de l'Investigator, se reconnaissaient à un léger renflement de la terre. Elles avaient été respectées par toute la race nuisible, hommes ou animaux. En mettant le pied pour la première fois sur les terres boréales, le docteur éprouva une émotion véritable. On ne saurait se figurer les sentiments dont le cœur est assailli à la vue de ces restes de maisons, de tentes, de huttes, de magasins que la nature conserve si merveilleusement dans les pays froids. « Voilà, dit-il à ses compagnons, cette résidence que James Ross lui-même nomma le camp de refuge. Si l'expédition de Franklin eût atteint cet endroit, elle était sauvée. Voici la machine qui fut abandonnée ici même et le poêle établi sur la plateforme auquel l'équipage du prince Albert se réchauffa en 1851. Les choses sont restées dans le même état et l'on pourrait croire que Kennedy, son capitaine, a quitté hier ce port hospitalier. Voici la chaloupe qui l'abrita pendant quelques jours, lui et les siens, car ce Kennedy, séparé de son navire, fut véritablement sauvé par le lieutenant Belleau, qui brava la température d'octobre pour le rejoindre. Un brave et digne officier que j'ai connu, dit Johnson. Pendant que le docteur recherchait avec l'enthousiasme d'un antiquaire les vestiges des précédents hivernages, Hatteras s'occupait de rassembler les provisions et le combustible qui ne se trouvaient qu'en très petite quantité.
La journée du lendemain fut employée à les transporter à bord. Le docteur parcourait le pays sans trop s'éloigner du navire et dessinait les points de vue les plus remarquables. La température s'élevait peu à peu. La neige amoncelée commençait à fondre. Le docteur fit une collection assez complète des oiseaux du Nord, tels que la mouette, le diver, les molinoctès, le canard édredon qui ressemble au canard ordinaire avec la poitrine et le dos blanc, le ventre bleu, le dessus de la tête bleu, le reste du plumage blanc, nuancé de quelques teintes vertes. Plusieurs d'entre eux avaient déjà le ventre dépouillé de ce joli édredon dont le mâle et la femelle se servent pour ouater leur nid. Le docteur aperçut aussi de gros phoques respirant à la surface de la glace. Dans ses excursions, il découvrit la pierre des marais où sont gravés les signes suivants. E.I. 1849, qui indique le passage de l'Enterprise et de l'Investigator. Il poussa jusqu'au cap Clarence, à l'endroit même où John et James Ross, en 1833, attendaient si impatiemment la débâcle des glaces. La terre était jonchée d'ossements et de crânes d'animaux, et l'on distinguait encore les traces d'habitation d'Esquimaux. Le docteur avait eu l'idée d'élever un cairn au port Léopold et d'y déposer une note indiquant le passage du Forward et le but de l'expédition. Mais Hatteras s'y opposa formellement. Il ne voulait pas laisser derrière lui des traces dont quelque concurrent eût pu profiter. Malgré ces bonnes raisons, le docteur fut obligé de céder à la volonté du capitaine. Chandon ne fut pas le dernier à blâmer cet entêtement, car, en cas de catastrophe, aucun navire n'aurait pu s'élancer au secours du Forward. Hatteras ne voulut pas se rendre à ces raisons. Son chargement étant terminé le lundi soir, il tenta encore une fois de s'élever au nord en forçant la banquise. Mais après de dangereux efforts, il dut se résigner à redescendre le canal du Régent. Il ne voulait à aucun prix demeurer au port Léopold, qui, ouvert aujourd'hui, pouvait être fermé demain par un déplacement inattendu des icefields, phénomène très fréquent dans ces mers, et dont les navigateurs doivent particulièrement se défier. Si Hatteras ne laissait pas percer ses inquiétudes au dehors, au dedans, il les ressentait avec une extrême violence. Il voulait aller au nord et se trouvait forcé de marcher au sud. Où arriverait-il ainsi? Allait-il reculer jusqu'à Victoria Harbour, dans le golfe Boussia, où hiverna Sir John Ross en 1833? Trouverait-il le détroit de Bellot libre à cette époque? Et contournant North Somerset, pourrait-il remonter par le détroit de Peel? Ou bien se verrait-il capturé pendant plusieurs hivers, comme ses devanciers, et obligé d'épuiser ses forces et ses approvisionnements? Ces craintes fermentaient dans sa tête, mais il fallait prendre un parti. Il vira de bord et s'enfonça vers le sud.